La consommation de gari, farine de manioc fermentée et torréfiée, est une pratique culturelle et alimentaire ancrée dans de nombreuses régions, notamment au Bénin. Cependant, l'épisode du concours de délayeur de gari à l'université d'Abomey-Calavi soulève des questions de santé publique cruciales. La pratique qui consiste à ingérer une quantité massive de gari en quelques secondes ou minutes n'expose-t-elle pas les individus à des problèmes de santé? D'une autre part, la consommation du kaolin, souvent appelé pika ou géophagie, au sud Bénin Calabar, est une pratique complexe ancrée dans de nombreuses cultures, mais qui soulève également de graves inquiétudes médicales. Pour parler de ces sujets d'intérêt ce jour, Matin Libre Télévision reçoit sur l'émission Ma Santé, Ma Richesse, Madame Priska Deou Bachabi. Elle est nutritionniste d'État, point focal nutrition dans la zone sanitaire Abomey-Calavi, Soava. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Mesdames, messieurs, de partout où vous nous suivez, recevez nos civilités et vœux de bonne et divine santé 2026. Nous allons tout de suite commencer avec notre nutritionniste. Et ma première question est de savoir, doit-on consommer du gari? Je suppose que oui, puisque j'en consomme également, mais comment et quand doit-on le consommer? Merci madame la journaliste. Et comme vous l'avez dit, le gari, d'abord c'est un aliment fait à base du manioc et qui a connu son origine au Bénin. Ça doit son origine au Bénin, dans 2 départements, à savoir l'Atlantique et les collines. Nous avons plusieurs types de gari, et le gari à gros grains, le gari fin, communément appelé achaïeux. Gari, quand nous allons aborder sa composition nutritionnelle, gari est riche en glucides, très riche en glucides, pauvre en protéines, en sels minéraux. Quand vous prenez gari, vous en consommez de façon excessive, vous allez constater que vous aurez une prise accrue de poids. Prise de poids. Je ne vous coupe pas, mais je voudrais comprendre pour ceux qui ne s'y retrouvent pas. Quand vous parlez de très riche en glucides, vous voulez dire quoi? Ok, vous savez, c'est de l'amidon. D'accord. Et il faut broyer d'abord, il faut épiler, broyer, écraser et après extraire l'eau et puis l'amidon et on a le gari. Il faut, avant d'avoir, il faut torréfier comme vous l'avez dit, dans des jarres sous de feu. C'est ça. Maintenant, quand on a fait la composition nutritionnelle, il y a du glucide, c'est-à-dire de l'amidon. Mais quand vous consommez l'amidon, l'assimilation par l'organisme donne des glucides. Et après le glucide, ça donne du glucose. Et quand on fait la consommation excessive d'un aliment très riche en glucides comme le gari, ça peut nous donner une prise excessive du poids. Surtout quand on en consomme avec du sucre. Parce qu'on délaie, on met du sucre. En dehors de ça, nous pouvons avoir une fatigue et puis une faiblesse. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, voir sa composition, il n'y a pas de protéines. Un aliment qui est pauvre en protéines et en minéraux peut donner une faiblesse parce qu'il n'y a pas un renforcement de l'immunité. On prend du poids, mais on est faible. Si vous prenez du poids, surtout le poids, l'obésité va constater au niveau de l'abdomen. Vous aurez un gros ventre. En dehors de ça, il y a un pic, une montée rapide de la glycémie. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est très riche en glucides, glucose. Et quand le glucose rentre dans le sang, ça monte la glycémie. La glycémie, c'est quoi? C'est la présence du sucre dans le sang.
ça monte. Et que si la personne est assujettie à prendre ça de façon très régulière, il peut faire un diabète de type 1, type 2 du moins, diabète de type 2. Maintenant, en dehors de ça, nous avons le ballonnement et les maux de ventre. Vous consommez du gari, surtout quand il est sec, vous avalez. Arrivé dans l'estomac, sur l'eau, ou bien en contact des sucres classiques, ça se gonfle. Et là, il aura une dilatation de la paroi de l'estomac. Et si vous ne supportez pas, vous pouvez avoir un ballonnement et des douleurs abdominaux. Toujours, nous évoluons, ils peuvent avoir une dénutrition. Parce que quand vous mangez seulement le gari avec du sucre, l'alimentation n'est plus équilibrée. Vous voyez? Donc, c'est uniquement du gari. Là, l'enfant ou les personnes adultes qui en consomment vont grossir, mais ils seront dénutris parce qu'il n'y a pas le nutriment qui est apporté pour donner la croissance, surtout au niveau des enfants. Vous voyez? Donc, en consommant du gari de façon, comment dirais-je, régulière, fréquente et de la quantité trop exagérée, vous êtes exposé à ces situations dont je viens de citer. Alors, quand je prends une journée, à quel moment je peux consommer du gari? Et quand je prends une semaine, combien de fois je peux le consommer? Vous voulez consommer du gari dans une journée, vous savez, le gari est un féculent. Et pour manger, quand tu manges, tu dis, je pratique la saine alimentation et équilibrée. Il faut que votre assiette soit équilibrée. Et quand nous parlons d'assiette équilibrée, dans votre plat, vous prenez le plat en état rond, la moitié doit être les légumes. Je divise ça, le quart de l'assiette doit être le féculent qui est gari et l'autre quart restant doit être de protéines. En voulant consommer du gari, à quel moment, combien de fois? Peut-être à midi, peut-être faire ça avec de l'œuf. Peut-être vous avez votre sauce légumes, tomates. Vous mélangez. Ou bien vous faites eba avec la sauce de protéines. Vous faites moyo. Ça là, on peut dire que c'est manger de façon équilibrée. Là, ça ne peut pas avoir un souci à la santé. Mais pour se délayer et consommer, c'est là que les problèmes arrivent. D'accord. Et en une semaine, si j'ai envie de mettre... Deux fois, ça peut aller. 2 fois, ça peut aller. Nous allons évoluer dans notre questionnaire. Je voudrais savoir, sur une échelle de 1 à 10, à quel point pensez-vous que manger 1 kilogramme de gari en 2 minutes, par exemple, est dangereux pour la santé du consommateur? Et là, je parle de l'essence même du concours qu'ils appellent le concours des délayeurs de gari. Consommer 1 kilo. 1 kilo en 2 minutes. En 2 minutes. Ça là, ce n'est pas bon même. Ça là, ce n'est pas bon du tout pas bon. En tant que nutritionniste, moi, je juge ça que c'est une attitude malsaine. Qu'il ne faut pas d'abord la santé, votre organisme est exposé. Il peut y avoir que vous en consommez, mais arrivé là-bas, ça peut créer un métabolisme total de l'organisme. Vous pouvez vomir, vous pouvez avoir un ballonnement. Et ça peut vous créer même une occlusion intestinale. Donc, on peut vous opérer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par occlusion intestinale? C'est que l'aliment s'est entassé dans les viscères. Et ça empêche la circulation normale. Vous comprenez? Même si ça n'évolue plus, ça ne descend pas, et puis ça se bloque là. Et dans ce sens, il faut aller intervenir de façon chirurgicale, ouvrir et enlever l'obstacle. Ces choses-là. Consommer 1 kilo de gari, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Pour celui qui le fait, quelles peuvent être les conséquences immédiates?
C'est que les conséquences immédiates que vous allez constater, dès qu'il va prendre, vous savez, quand vous envoyez une gorgée sans l'eau, ça se bloque au niveau de l'œsophage. Non, ce dont on parle ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Oui. Mais malgré ça, il ne se sentait 1 kilo. Mais ce n'est pas petit. Et il aura, ça serait bloqué au niveau. Et puis la digestion d'abord, ça ne serait pas facile. C'est ce qu'ils font, après, ils vont chercher à rejeter. Maintenant, si tu rejettes, c'est bon pour toi. Mais si tu ne rejettes pas, les conséquences sont là. Peut-être la personne, s'il est exposé déjà à une gastrite, c'est-à-dire l'ulcère, il peut développer sa crise d'ulcère. Vous savez, s'il est exposé à un ballonnement, il a déjà un souci, il peut développer des crises. Parlant d'ulcère, et j'allais en venir, l'acidité naturelle du gari due à la fermentation combinée à une injection massive ne risque-t-elle pas de provoquer des brûlures œsophagiennes ou des reflux gastriques sévères? Si la personne est déjà prédisposée à une gastrite, forcée, il doit faire. Maintenant, s'il n'est pas prédisposé, c'est qu'il est en train de s'exposer à une telle maladie. Alors, les risques à long terme, ça serait quoi pour lui? Comme je l'avais dit, il y a la dénutrition. Il a consommé du gari, mais sans rien. Et il fait le concours, il est tout un champion. Mais il se fait du mal. Je suppose qu'il a fait l'année dernière, il est champion et ça s'est arrêté là. Est-ce que tout juste après ce concours à long terme, il peut avoir des conséquences négatives sur sa santé? Non, à long terme, bon, s'il fait peut-être le lendemain, il peut faire une diarrhée. Il peut faire une diarrhée parce qu'il est constipé, il a eu de ballonnement, il peut faire une diarrhée. Il va évacuer parce que ce n'est pas bien digéré. L'estomac ne peut pas, étant dit que l'estomac est bien gonflé, il n'a pas eu le temps de faire le processus, l'assimilation, rien. Il va faire une diarrhée pour évacuer. Mais à long terme, ça serait une conséquence à long terme s'il est habitué à le faire de façon régulière. Mais s'il n'est pas habitué à le faire, donc il n'y a pas une conséquence à long terme. Il n'y a pas une conséquence à long terme. D'accord. Mais dans l'un ou l'autre des cas, c'est un risque que cet étudiant-là prend. Oui. Le mieux pour manger gari, il y a la portion environ 100 grammes. 100 grammes de gari, vous pouvez manger ça avec du arachide, du haricot, tout type de légumineuses, des œufs, du poisson, avec des légumes, tomates, oignons, pour renchérir. Mais le reste, là, vous savez que vous avez pris une assiette équilibrée. Mais si c'est seul, avaler une quantité excessive, là, ce n'est pas du tout propre à la santé. Et est-ce que vous avez eu à donner la lettre, puisque le concours s'organise il y a bien des années déjà? Oui. Est-ce que vous avez eu à sonner la lettre pour sensibiliser? Moi, non. Mais il y a l'association des nutritionnistes du Bénin qui sensibilise la population sur la saine alimentation, l'assiette équilibrée de pratiquer. Mais comme vous l'avez suggéré, nous allons faire des sensibilisations à cet endroit pour leur demander et leur expliquer sur les méfaces, les conséquences d'une telle attitude. Et selon vous, est-ce que vous pensez que ce concours devrait être la bienvenue dans un lieu de savoir tel que l'UAC? Sur l'aspect culturel, c'est bon, mais c'est de revoir la quantité. C'est en quelque sorte une distraction, parce qu'il veut illustrer qu'en étant étudiant, tu dois manger du gari, parce que tu n'as pas les moyens et que
rapidement. C'est un aliment qui est à la portée de tous et tout le monde peut approvisionner. Mais en fait de concours sur ces aspects-là, c'est ça qui n'est pas du tout. Mais tout compte fait, on ne doit pas identifier l'étudiant béninois au Gari. Il est déjà identifié. Comment? L'étudiant, si tu es étudiant béninois, si tu n'as pas consommé, donc là, tu n'es pas étudiant béninois. Alors, quel serait alors votre appel à l'endroit de la communauté estudiantine par rapport à ce concours? Oui. Le gari, c'est un aliment, ce n'est pas un mauvais aliment, mais c'est l'association avec les autres aliments qu'on peut faire avant d'en consommer. Maintenant, pour les autres fois, pour les concours, ils peuvent associer d'autres aliments pour réaliser l'assiette équilibrée sans créer de préjudice à la santé de ceux qui font ce concours. De ceux qui font ce concours, voilà l'apport de Madame Priska Deou Bachabi par rapport à ce concours. J'espère que cela n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Alors, la suite 2, nous allons aborder à présent cette pratique des femmes en état de grossesse ou non, qui consiste à consommer du kaolin. On parle de graves répercussions sur la santé, on cite par exemple l'anémie. On saura tout à l'heure ce que dit la médecine à propos au travers de notre nutritionniste, Madame Priska Deou Bachabi. Je rappelle qu'elle est nutritionniste d'État, point focal de la zone sanitaire, point focal nutrition de la zone sanitaire à Bomé, Calavi et Soava. Donc, bienvenue dans cette partie numéro 2 de l'interview qu'elle nous accorde sur la thématique, à savoir du gari plein l'estomac en un instant, du kaolin plein le sang, le double péril. Madame, merci d'être toujours avec nous. Oui, c'est un plaisir. Le kaolin, à l'origine, est-il à consommer? D'abord, le kaolin, c'est quoi? Le kaolin, c'est de l'argile blanc. Avec la complicité de la technique, nous pourrions projeter l'image qui montre ce qu'on appelle le kaolin, mais en attendant, vous pouvez continuer. Je disais tantôt que le kaolin, c'est de l'argile blanc qui a été transformé. Et ça se trouve dans l'Afrique de l'Ouest. Nous avons ça au Bénin, au Togo, au Ghana. On a ça en Asie aussi, en Chine. Tous c'est les Chinois qui ont dit kaolin. Du son nom, kaolin. Sinon, au Bénin, c'est surtout au sud qu'on manipule souvent et on dit kalaba. Ahoé, c'est son nom. Le Mina aussi dit kalaba. Bon, les autres, je ne sais pas sur quelle appellation les Ghanéens utilisent. Donc le kaolin, c'est comme une roche. Et ça a été un peu transformé sous l'effet de la chaleur sèche. Et qu'on obtient, il y a des formes blancs, ronds, il y a des formes comme vous venez de projeter. Ouais, c'est ça l'image à l'écran. Oui. Les femmes en raffolent. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup. Surtout les femmes enceintes. Surtout quand elles développent la géophasie. C'est-à-dire, les enfants aussi en développent. L'enfant qui développe la géophasie, vous allez constater que l'enfant mange assez du sable. Mais chez la personne âgée, elle a honte de consommer le sable, elle va en provisionner. Et il est dit généralement que c'est pour suppléer le manque de calcium. Non, du tout pas. Le manque du calcium, là, je profite pour vous dire la composition, ce n'est pas nutritionnel, je vais dire, la composition du kaolin. Nous avons du mercure dedans, du plomb et d'autres nutriments. Pas nutriments propres à l'organisme, des minéraux qui sont même très très nocifs pour la santé.
Le plomb, en consommant le plomb, ce n'est pas bon. Du mercure, ce n'est pas bon. Votre rein, votre foie sont exposés. Donc, il n'y a même pas la présence de calcium dans du kaolin. C'est une fausse histoire. C'est une fausse histoire. Ah, mais est-ce qu'on peut mettre ça sous le coup de l'ignorance? C'est de l'ignorance. De l'ignorance liée à des pratiques anciennes liées à la tradition. J'avais fait le Nord, je connais des femmes. Quand elles cherchaient, elles ne trouvaient pas. Qu'est-ce qu'elles font? Vous savez qu'au Nord, il y a les habitations en terre battue. Oui. Elles aspergent de l'eau sur, comment dirais-je, le mur qui a reçu de la forte chaleur. Et quand on asperge l'eau, ça dégage l'odeur de la terre. Bien sûr. Et elle inhale. J'ai rencontré ça à Kouandé, même dans Nati Tengu, dans des villages. Et j'ai demandé, elle dit qu'elle a envie de manger klaba, mais qu'elle n'a pas trouvé. Mais comment arrive-t-on à éprouver cette envie-là? C'est quand tu développes une anémie. Quand l'anémie existe sur une personne, la géosphasie s'installe. Voilà que klaba, là, ce n'est pas propre. Quand tu consommes de klaba, c'est, comme je l'ai dit, c'est de l'argile, c'est compas, ça absorbe l'eau. Donc, quand la personne mange, en mangeant, dans son repas, s'il y a déjà du fer, du calcium, l'argile absorbe ces nutriments et empêche l'assimilation de ce nutriment dans le sang. Et c'est de là, la personne qui en consomme commence par développer une anémie accrue. Donc, à l'origine, ce qui peut amener une personne à prendre du kaolin, c'est déjà l'anémie. Maintenant, en pensant apporter une solution à cela, on se tue davantage, en fait. Ça s'aggrave. Parce que ça ne vient pas corriger le manque de sang, mais ça aggrave cela. Du tout pas. Maintenant, face à ce phénomène, parce qu'au Bénin, ici, ça se consomme beaucoup, en tant que nutritionniste, quelle action avez-vous menée pour sensibiliser la population au risque? Je m'en souviens en courant 2019-2021, on avait sensibilisé les femmes, surtout à l'hôpital de zone à Boumé-Calavi. Quand j'y étais, on organisait des UEC. Et au cours des CPN, des consultations prénatales, on sensibilisait les femmes sur les enjeux, les risques, les inconvénients de consommer klaba. Parce que non seulement ça, en consommant klaba, comme je l'ai dit, ce n'est pas bon pour le fœtus. Le fœtus en naissant deviendra bébé au cours de l'accouchement. Le fœtus peut être exposé à l'anémie aussi. Le fœtus peut être exposé à une hypocalcémie. Donc, il n'aura pas l'assimilation des nutriments quand la maman mange les repas. Il n'aura pas l'assimilation des nutriments au niveau du fœtus pour que le bon développement saturo-pondéral du fœtus, il n'y en aura pas. Donc, il peut avoir un retard de croissance au niveau du fœtus. Au niveau de la maman aussi, elle ne serait pas bien en forme. Peut-être, voilà qu'elle a une anémie et au cours de l'accouchement, il y a aussi une hémorragie. Là, elle peut perdre aussi la vie de façon très banale. Donc, de temps en temps, on sensibilise les femmes, les groupements de femmes, on peut les sensibiliser. Actuellement, dans le pays, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons les agents de santé qualifiés dans la communauté avec des relais communautaires. Donc, on doit les toucher aussi, voir les leaders d'opinion, les chefs quartiers, les chefs religieux, les têtes couronnées et leur parler des méfaits, des risques que courent nos femmes en consommant. Ça là, je vais dire que c'est de la drogue. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui développent une dépendance. Et si elle ne trouve pas, elle mange ça matin, midi et soir. Et ce n'est pas seulement dans nos villages, à Cotonou, même des intellectuels.
Bien sûr. Elles finissent de manger, c'est comme leur dessert. Donc, on doit les sensibiliser, passer le message, faire des voix, voir comment dirais-je, les médias. Aussi, aller dans les médias et sensibiliser la population, toucher du doigt à ce qu'ils changent de comportement vis-à-vis de ce fléau. Au-delà de cela, est-ce que l'État aussi ne devait pas prendre ses responsabilités si c'est si préjudiciable à la santé, notamment à la santé de la femme enceinte? Pourquoi n'interdit-on pas carrément la commercialisation? Oui, effectivement, c'est un produit frelaté. On peut mettre ça parce que quand vous allez dans une pharmacie, vous n'allez pas trouver. Parce que c'est devenu un médicament pour les femmes. Oui, ça rentre dans le pays de façon frauduleuse. Et c'est au niveau de nos femmes qui vendent les tisanes. Vous voyez, il n'y a pas un contrôle en tant que tel à leur niveau. Donc, c'est libre choix, on achète. Il n'y a pas une réglementation sur la vente. Il faut y en venir. Il faut y en venir. Bon, on va commencer. Et si l'État aussi peut nous aider à les sensibiliser, les médias aussi, là, on va stopper. Parce que il n'y a rien qu'on trouve dedans. Seulement, la science a dit, en cas de diarrhée profuse, vous pouvez consommer une petite portion, ça coupe la diarrhée. Mais ce n'est pas quand quelqu'un a la diarrhée, il faut en consommer, non. Il faut chercher la cause d'abord et traiter la cause avant de couper. D'accord. Sinon, que pour les femmes en état de grossesse, pour gérer la salivation, l'hypersalivation, la nausée, puis les vomissements. Il est dit, pas la médecine, mais il est dit qu'il est conseillé de consommer du calaba pour réduire cela. L'hypersalivation avec de l'eau citronnée. L'eau citronnée, vous prenez, ça peut calmer l'hypersalivation. Il suffit de prendre même l'eau de l'amidon du maïs, communément appelé kissi. Vous prenez aussi, ça peut éviter l'hypersalivation. Vous avez un cure-dent dans la bouche, ça peut éviter l'hypersalivation. Vous avez du chewing-gum qui n'est pas trop sucré, bien aromatisé, où il y a de la menthe. Ça peut éviter l'hypersalivation, mais là-bas, non. Parlant du calaba, il arrive qu'on en trouve d'aromatisé également. Oui, toujours des risques pour la santé du consommateur. Oui, toujours des risques, toujours. Il n'y a aucun bienfait que la science a approuvé pour dire en consommant, c'est toujours des risques. Et voilà, la femme, elle est déjà dépendante du calaba. Comment l'aider à en sortir? Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires, des vitamines à lui prescrire pour qu'elle puisse en sortir? Oui, on peut lui prescrire des aliments riches en fer, pas des comprimés, des aliments riches en fer et puis en calcium. En dehors de ça, il faut sensibiliser la personne, toucher. Si la personne est habituée à prendre 2 à 3 fois par jour, lui demander de ramener à 2 fois. Ainsi de suite, après 1 fois, et après, éviter la prise. Mais tu coupes ça directement d'une façon très bruscale et brutale, le sevrage là, ça ne peut pas aller. Il faut que ça soit progressif, de 2 fois, si c'était à 4 fois, revenir à 3 fois, après à 2 fois, ainsi de suite, et puis il a... Et dans votre parcours, vous êtes déjà arrivé de vivre cette situation avec une femme dépendante et vous avez pu l'aider à s'en sortir? Bon, aider à s'en sortir... Quand vous savez, quand vous arrivez, sinon, je reçois des femmes. Même quand à l'hôpital, je vois, on constate ça, c'est comme des fumeurs. Quelqu'un qui fume trop là, tu vas voir, il a les lèvres noires. Mais celui qui consomme trop le kaolin, il a des fentes labiales. Il a des fentes et c'est légèrement jaunâtre. Il y a les signes de l'anémie. Et quand on constate ça, on les sensibilise. Mais il y a d'autres là, ils consomment ça en cachette. D'autres mettent un foulard au visage, elles font semblant, elles coupent.
elle descend, elle finit de manger, elle en coupe encore. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, il serait mieux qu'on les oriente vers un psychologue pour les amener à cesser de consommer du cannabis. Du cannabis qui est une drogue. Je Parce laisse que conclure. à force de consommer, on peut faire un cancer. On peut faire un cancer. Parce qu'il y a des métaux lourds dedans. Cancer de l'estomac, cancer de l'intestin grêle. Ça peut s'assimiler dans le sang, une leucémie aussi. Donc, ce n'est pas une bonne pratique à encourager. Merci. Votre Merci. mot de la fin? Bon, mon mot de fin, je vais appeler la population tout entière, surtout les femmes. Il y a des hommes aussi qui en consomment. Ah oui. Si. Surtout les femmes, les hommes de sensibiliser les femmes sur les risques qu'elles peuvent courir quand elles consomment du cannabis. Et demander aux femmes aussi, quand elles en consomment, de laisser. Parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et surtout pour les femmes enceintes, ce n'est pas du tout bon pour le fœtus, leur enfant. Merci. Vous avez écouté l'experte, vous avez écouté la spécialiste. Du garé plein l'estomac en un instant, du kaolin plein le sang, le doux péril et son développement nous a bien prouvé que c'est un péril. Nul doute, la consommation du kaolin est une pratique ancestrale, je dirais même, et ça c'est devenu un héritage. Mais il faut se poser beaucoup de questions puisque la pratique en soi soulève aujourd'hui des questions complexes au carrefour de la tradition, de la médecine et de la santé publique. Si le kaolin possède un potentiel peut-être thérapeutique, sa consommation sous forme de roche brute doit être abordée avec une grande prudence. La priorité reste à écouter donc notre nutritionniste, la sensibilisation des populations, notamment des femmes enceintes, pour encourager l'usage de produits purifiés et contrôlés par les autorités sanitaires plutôt que de l'agile de marché. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, M. Kedolou Adeyemi Jean-Marie. À la caméra, M. Boussa Toussaint. Je suis Fifonsi Syriens Kouyane. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.